François Bonneau, bonjour. Bonjour. Ces élections régionales n'apparaissent-elles pas un peu décalées par rapport à une actualité tragique? Est-ce qu'il fallait vraiment les faire? Il ne faut pas que la situation qui a été créée dans notre pays par les terroristes déstabilise notre démocratie. Elle doit, au contraire, cette situation, conforter l'engagement pour l'unité nationale, pour la défense des libertés, pour la défense de la sécurité. Et elle ne doit pas altérer notre vie démocratique. C'est la raison pour laquelle, à la fois dans la période où le deuil marque chacune et chacun d'entre nous, j'ai décidé de suspendre ma campagne pour une période très significative jusqu'au 23 et de reprendre cette campagne au moment de la campagne officielle, c'est-à-dire lundi 23. Il y a le temps de l'unité, le temps du deuil, le temps des sujets majeurs qui sont ceux de la sécurité, qui sont ceux de la nation, et le temps qui est aussi un moment démocratique, le temps d'une campagne. Justement, à propos de sécurité, vos adversaires, vos concurrents proposent des mesures de contrôle à l'entrée des lycées. Est-ce que vous y êtes favorable, puisque les lycées sont de la compétence de la région? J'ai engagé dès le mois de janvier dernier un travail très important pour accroître la sécurité de nos lycées. Ce sont des aménagements aux entrées, c'est la possibilité de surveiller ce qui se passe au moment d'entrée, de contrôler les entrées. Et ce travail va être à la fois poursuivi et accéléré au regard de la situation actuelle. Bien, nous allons pouvoir maintenant entrer un peu dans le fond de votre projet. Le centre était jusqu'à présent la plus grande région française, ou l'une des plus grandes régions en France. Elle se retrouve aujourd'hui, le centre Val-de-Loire, puisque nous avons gagné cette appellation, va être demain la plus petite en termes d'habitants, mais aussi la plus petite en termes de PIB régional. Est-ce que ça représente un handicap sérieux pour vous, pour débuter un éventuel nouveau mandat? Et est-ce que ça va nécessiter surtout, en termes budgétaires ou d'investissement, des efforts très importants pour pouvoir rester dans la course par rapport à la concurrence des autres régions? La région centre, qui était une des plus vastes, va en effet devenir, en termes de population, la moins peuplée, puisqu'il y a réorganisation des grandes régions. Sur le PIB, il y a deux manières de considérer le PIB. Il y a le PIB global qui a un sens relativement limité. Il y a le PIB par habitant. Et au regard du PIB par habitant, la région Centre-Val de Loire sera une région dans la moyenne des régions. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que là où il y a nécessité de développer en fédérant un nombre suffisant d'acteurs dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du développement économique, dans le domaine du tourisme par exemple, nous puissions avoir la maille, la taille qui correspond à la compétition, aux enjeux du développement au niveau national et au niveau international et européen. Eh bien, à cet égard, la région centre va amplifier sa coopération avec d'autres régions, parce que le tourisme se joue au niveau interrégional avec la région Pays de la Loire, qui elle aussi est une région qui ne voit pas son périmètre bouger, va amplifier sa coopération au plan économique dans la mise en œuvre d'un certain nombre de pôles de compétitivité interrégionaux. Nous avons commencé à le faire, pour ce qui concerne le pôle de compétitivité caoutchouc, nous avons commencé à le faire pour l'aéronautique, nous le faisons pour tout ce qui touche à la cosmétique. Donc, être sur une maille élargie, une maille de coopération interrégionale lorsque c'est absolument nécessaire. Et nous avons engagé une communauté universitaire et d'établissement pour l'enseignement supérieur qui va se situer à l'échelle des deux régions, la grande région Aquitaine demain et la région qui est la région Centre-Val de Loire. Toujours pour rester sur le domaine des finances, les dépenses de fonctionnement, selon certaines enquêtes parues récemment dans des magazines, ont augmenté de 17%, et il semble que l'investissement a stagné. Est-ce que ça veut dire que les contribuables de la région centre doivent s'attendre à une pression fiscale plus importante? Les enquêtes qui sont menées à l'échelle de la gestion des régions classent la région Centre-Val de Loire comme faisant partie des 3 régions premières ex aequo pour la qualité de leur gestion. C'est paru dans un magazine qui n'est pas aujourd'hui suspect d'allégeance à l'égard de la région, de la sensibilité politique qui est la mienne. C'est le magazine Capital. À cet égard, oui, nous avons une région qui est très bien gérée,
qui n'est pas surendetté. Je me suis battu contre mon opposition qui me proposait année après année la facilité de l'emprunt. J'ai résisté. C'est une région qui fait une part importante à l'investissement et c'est tout à fait significatif. Et c'est une région qui a connu, parce qu'il y avait un accroissement de ses compétences sur tel ou tel point, des augmentations de fonctionnement. Dans la période que nous connaissons, en aucun cas il ne faut envisager l'augmentation de la pression fiscale et l'augmentation de ce que paient nos concitoyens pour faire fonctionner l'instance régionale. Il faut donc aller vers plus de performance encore. Nous avons engagé ça avec des politiques d'achat qui sont mutualisées au niveau de l'ensemble de nos lycées, etc. Nous avons engagé ça en faisant en sorte que les structures coopèrent davantage ensemble pour pour être efficaces sans augmenter leur coût de personnel. On sait qu'avec le désengagement de l'État et le manque de croissance, les contraintes budgétaires et financières vont être de plus en plus lourdes, alors que votre programme repose en partie sur des mesures de gratuité. Les livres scolaires, les tablettes pour les étudiants, demain les transports scolaires gratuits. Est-ce que demain vous aurez encore la possibilité d'offrir cette gratuité ? La gratuité que vous évoquez, c'est une gratuité qui est liée à l'éducation, à l'égalité des chances et à la possibilité pour un jeune, quelle que soit la situation matérielle de sa famille, de réussir ses études. Oui, nous avons eu raison en 1998 d'engager la gratuité des manuels scolaires. Elle existait pour le primaire, elle existait pour les collèges, elle n'existait pas pour les lycées, alors que nous avons l'ambition pour les lycées, pour les CFA, de conduire la totalité des jeunes à la réussite. C'était absolument nécessaire. Demain, nous allons recevoir la responsabilité des transports scolaires. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans certains départements, c'est parfois plus de 100 € par enfant pour les transports scolaires. Vous avez 2 enfants, 3 enfants, entre le collège et le lycée, vous arrivez à 200 ou 300 €. C'est très lourd pour le budget de certaines familles. Et donc, nous avons décidé la gratuité. Nous allons faire en sorte que la compétence que nous avons sur les transports puisse là aussi mutualiser un certain nombre de choses et faire en sorte que le coût pour la collectivité soit modique. Mais ça nous paraît un principe fondamental. Aller à l'école, aller au lycée, réussir, se préparer à la qualification professionnelle indispensable doit pouvoir être accessible à chaque jeune, quelle que soit la situation matérielle de sa famille. C'est un principe fondamental dans l'école de la République. Justement, pour rester sur ce domaine de l'enseignement et des lycées, vous prévoyez la construction de 2 nouveaux lycées à Châteauneuf-sur-Loire dans le Loiret et près de Maintenon-Épernon en Eure-et-Loire. Est-ce que ces lycées seront à énergie positive, comme le réclament les écologistes, vos alliés, sans doute au second tour ? Nous avons d'ores et déjà engagé, vous le savez, des constructions à énergie positive. C'est vrai dans la capitale de région, au lycée Jean Zay, où une extension a été inaugurée récemment, et c'est une extension à énergie positive. L'énergie positive, c'est quoi ? Ce sont des bâtiments très faiblement consommateurs d'énergie pour leur chauffage, leur éclairage, etc. et pour lesquels on ajoute des systèmes de production d'énergie. Ça peut être des cellules photovoltaïques, ce sont souvent des cellules photovoltaïques sur les toits. Oui, désormais, les constructions que fait la région Construction Neuve sont très faiblement consommatrices d'énergie. À chaque fois qu'on peut le faire, on met des cellules. Mais à la question précise, la situation du nord de la région et du sud de la région n'est absolument pas la même sur le plan de la production de l'énergie photovoltaïque, parce qu'il n'y a pas le même ensoleillement. Donc il faudra faire les études nécessaires pour savoir si des cellules photovoltaïques sur le toit d'un lycée dans le nord de l'Eure-et-Loire constituent un investissement rentable ou pas, en fonction de l'énergie produite. Mais de toute façon, ce seront des bâtiments qui seront des bâtiments très isolés, très peu consommateurs, moins de 50 kW au mètre carré, qui pourront être compensés, si c'est possible, par des cellules photovoltaïques. Ce sont des bâtiments qui vont coûter plus cher ? Ce sont des bâtiments qui coûtent un peu plus cher, mais il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits à la fois par les architectes, qui ont été faits par les entreprises. Il y a des progrès considérables sur les matériaux. Et aujourd'hui, le coût de la surisolation, le coût de la performance énergétique est très sensiblement diminué par rapport à ce qu'il était. Il y a 15 ans, on parlait régulièrement de 20-25% plus cher quand on construisait un bâtiment performant sur le plan énergétique. Les matériaux ont bougé, les techniques de production ont bougé. Et aujourd'hui,
on est davantage dans quelque chose qui se situe dans une fourchette de 5% supplémentaire, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve sur le plan financier parce qu'il y a moins de consommation énergétique à payer dans le fonctionnement des bâtiments, et on se retrouve bien évidemment par rapport aux enjeux de la COP21, la production des gaz à effet de serre. L'autre grande compétence de la région est celle de l'organisation des transports. Est-ce que demain la région, vu le contexte tendu actuellement, est-ce que la région aura les moyens d'investir 250 millions dans la réouverture d'Orléans-Châteauneuf et autant dans Orléans-Voves-Chartres? Est-ce que des projets qui sont par ailleurs plus ou moins contestés? Alors, mes adversaires n'osent pas, parce qu'ils savent très bien que ce sont des choses qui sont attendues par les populations, n'osent pas contester frontalement la réalisation de Chartres-Orléans, qui est aujourd'hui très concrètement engagée, et les tests sont en train de se faire sur la partie Chartres-Voves. C'est fait, je m'étais engagé et c'est réussi. Nous allons poursuivre jusqu'à Orléans. De même, Orléans-Châteauneuf, c'est absolument indispensable au regard de la population sur la tangentiale, etc. Donc il n'y a pas de contestation, mais vous avez raison de dire que concrètement, si par malheur il venait aux responsabilités, il ne le ferait pas. Puisqu'à chaque fois que je parle d'inscrire des sommes budgétaires sur le rail, on me dit c'est pas sur le rail qu'il faut les mettre, c'est sur la route. Je ne comprends pas cette opposition du rail et de la route. Elle est ancienne, elle est datée, elle est conservatrice. Aujourd'hui, en fonction des réalités de transport, des besoins, il faut le rail et la route dans un équilibre nouveau. Et pour ce qui concerne Chartres-Orléans, le rail est absolument indispensable et nous allons le terminer. Orléans-Châteauneuf, pareil. Sur le plan financier, vous avez vu que dans ces maquettes financières, dans ces projections financières, la région a inscrit les crédits qui sont nécessaires à l'horizon 2020 et que nous avons obtenu à la fois des financements de l'Europe pour la partie Orléans-Châteauneuf, 40 millions d'euros de l'Europe, la seule région à avoir obtenu des crédits européens pour réouvrir une ligne, et que nous avons obtenu du gouvernement, du Premier ministre Manuel Valls, qui est venu signer des engagements ici à Orléans. Nous avons obtenu également des financements de l'État pour que la facture de la région soit diminuée. Donc aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont calés financièrement, pour lesquels les études avancent et que nous souhaitons voir aboutir dans le cadre de l'horizon 2020. Vous venez d'en parler, la route, les investissements en BTP. Vos adversaires proposent 100 millions d'investissements pour la relance économique. Qu'allez-vous faire, par exemple, sur la RN 154 qui menace d'être payante? Faut-il que la région abonde? La région a apporté sur la réalisation des déviations en place ou des mises à deux fois de voies entre Dreux et Chartres, entre Chartres et Voves. La région a déjà largement participé puisque plus de 30 millions ont été apportés par la région sur ces réalisations. Aujourd'hui, l'État n'est pas en situation, et chacun le comprend, de mettre sur la table une somme considérable qui est, on parle d'1 milliard, pour réaliser la finalisation de ces 2 fois 2 voies. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de mettre en concession cette réalisation. Nous mettons des conditions, puisque la région a apporté des moyens financiers jusqu'alors. Nous mettons des conditions. Il est hors de question que la réalisation d'une autoroute revienne à faire passer dans les villages qui ont été déviés des poids lourds et une circulation importante. Et il faut absolument que les conditions soient remplies pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et deuxièmement, que celles et ceux qui bénéficiaient pour le domicile de travail de ces 2 fois 2 voies, de ces tronçons, etc., qui avaient été aménagés, puissent continuer à le faire gratuitement, qu'il n'ait pas à payer pour aller travailler en utilisant une autoroute concédée. Dans le domaine de la formation, autre grande compétence régionale, l'apprentissage est un des principaux leviers pour l'emploi. On sait que la région a déjà abondé les aides qui étaient accordées aux entreprises. Pourtant, le nombre d'apprentis ou le nombre d'entreprises, en tout cas, qui s'ouvrent aux apprentis régresse. Est-ce qu'il faut aujourd'hui faire un effort beaucoup plus important pour développer l'apprentissage ? L'apprentissage est une grande priorité de la région. On partait d'une réalité qui n'était pas extraordinaire pour la région. L'apprentissage s'était beaucoup développé dans l'ouest de la France et pas forcément beaucoup dans des régions comme les nôtres. On a mis le paquet sur l'apprentissage et on l'a mis durablement en créant de nouvelles formations, en allant vers le supérieur, en modernisant considérablement nos plateaux techniques dans les CFA, en les reconstruisant, en faisant en sorte que les conditions de vie des internes soient bonnes. Et on a obtenu des résultats qui placent la région
aujourd'hui à un niveau tout à fait honorable, tout à fait important, puisque nous sommes deuxième, troisième région de France, ça dépend des critères, pour la place donnée à l'apprentissage. C'est donc une réussite de notre politique, et vous avez raison de dire que, malgré cela, la période de crise sur les secteurs largement impactés par la crise, je pense bien évidemment aux travaux publics et aux bâtiments, malgré l'intervention de la région, les employeurs ont moins recruté d'apprentis dans une période où ils avaient moins de boulot. Dans cette année 2015, cette rentrée 2015, marque pour presque tous les domaines un redémarrage de l'apprentissage. Et on aura très certainement à la fin de l'année 7-8% de plus d'apprentis. On va retrouver une belle progression. On aura un secteur qui restera en difficulté, qui est le secteur des travaux publics, un peu moins le bâtiment, mais des travaux publics au regard des faibles commandes qui sont passées. Mais globalement, l'apprentissage se passe bien et nous avons pris la décision cette année, et nous allons la poursuivre, de faire en sorte que s'il reste des places libres dans les CFA, parce que les employeurs ont moins recruté, ces places libres ne fassent pas l'objet de récupération financière de la région auprès des CFA, mais qu'au contraire, des jeunes qui n'ont pas trouvé de contrat, qui veulent découvrir les secteurs professionnels, puissent venir comme stagiaires, occuper ces places pour se préparer à l'avenir à rentrer en apprentissage. Donc nous restons dans une dynamique d'apprentissage. Les familles le souhaitent désormais beaucoup plus que par le passé, les jeunes eux-mêmes le souhaitent, et il faut continuer à développer en équilibre avec les lycées professionnels cette modalité de formation. Le tourisme, une des compétences aussi de la région. On peut même dire que c'est une réussite puisque même vos adversaires en conviennent à propos de la Loire à vélo, notamment la grande réussite de la région centre, Val-de-Loire. Comment faire pour créer plus d'emplois? Vous parlez de 40 000 emplois dans le tourisme. Aujourd'hui, les infrastructures largement financées par la région, sur la Loire à vélo, c'est 60%, voire 80% sur le Cher apporté par la région. C'est une réussite considérable avec une augmentation, nous sommes entre 9 et 9,5 millions de visiteurs par an, c'est considérable. Ce que nous observons, c'est que la durée de séjour dans notre région, parce qu'il y a des activités intéressantes autour des grands sites, les châteaux, les parcs, les jardins, mais aussi des activités de nature avec la Loire à vélo, la durée de séjour augmente. On doit, et c'est le défi de la future période, on doit accroître l'offre touristique en termes d'hébergement, en termes de restauration, notamment sur les lieux de tourisme. Et puis on doit passer, et c'est ce que nous avons engagé, ce qu'on va accélérer, de la Loire à vélo à la région à vélo. Parce que la Sologne à vélo, parce que les canaux à vélo, parce que le Cher à vélo, parce que tout ce qui, la voie Jacquère, Saint-Jacques-de-Compostelle, à vélo. Aujourd'hui, partout en région, cette marque du vélo qui attire des touristes au niveau international et national, elle est plébiscitée. Il faut que nous le développions et qu'en parallèle, les structures d'hébergement dans leur grande diversité soient soutenues. Revenons à la politique, parce que ça existe, Président. Vous allez faire quelles concessions au Front de gauche et aux écologistes entre les deux tours? La droite vous reproche de ne pas être unie dès le premier tour. Les formations politiques qui composent aujourd'hui ma majorité s'étaient présentées de manière dispersée au premier tour en 2010 et ont proposé un projet de convergence pour le second tour. La majorité s'est constituée et elle a fonctionné de manière, pas moi qui le dis, c'est Front de gauche, c'est les écologistes, de manière très équilibrée, très positive, très dynamique pendant ces quasiment 6 années de mandat. C'est la même situation qui prévaut aujourd'hui, sauf que dès le premier tour, avec moi, pour 2015, on trouve bien évidemment les socialistes et les radicaux, mais on trouve Cap 21, les écologistes. On trouve dès le premier tour l'UDE, c'est-à-dire des centristes, le centre-gauche, pour la première fois, est sur la liste François Bonneau dès le premier tour pour cette région parce qu'il considère aujourd'hui qu'une union entre le MoDem et la droite forte, la droite dure de M. Pelletier, c'est totalement inacceptable. Donc aujourd'hui, j'ai des responsables qui étaient hier responsables du MoDem qui sont sur la liste que je conduis. Les pronostics ne le disent pas, mais si jamais il y avait un risque que le Front National soit élu en région centre, est-ce que vous accepteriez peut-être de faire une liste unique avec l'UMP ou est-ce que éventuellement vous accepteriez de vous retirer? C'est une hypothèse que je n'envisage pas parce que la situation n'est pas celle-là. Celles et ceux qui connaissent mon engagement politique, mon itinéraire politique, savent que je n'ai jamais vacillé sur les enjeux de la République. Merci François Bonneau.